Bonjour chers amoureux de l'art, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Colloquium, votre émission dédiée à l'art contemporain qui permet surtout la discussion avec des artistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste togolais, Laka, un artiste qui a 32 ans d'expérience artistique et c'est un plaisir de l'avoir. Bonjour Laka et bienvenue à Colloquium. Bonjour, très heureux d'être à Colloquium. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important d'en savoir un peu plus sur l'homme. Qui est Laka? Laka, c'est un artiste plasticien et essentiellement voué à cette recherche de l'essence même de ce qu'il est. Et je crois que les arts plastiques sont un prétexte merveilleux pour voyager dans les méandres de ce que je suis, dans les méandres de mon être, à la recherche de cette essence, de cette unité, de cette harmonie, de cette vitalité et de toutes ces vibrations que j'essaie après de transmettre dans mon œuvre, à travers le métier que je fais, un peu plus humain. Exactement. Je pense que tout à l'heure, on parlera en long et en large de votre œuvre, mais on a envie de s'intéresser à l'homme. Moi, j'ai bien envie de savoir le parcours déjà, le parcours de Laka. Moi, je sais très bien que Laka a fait des études d'économie. Comment est-ce que de l'économie, on devient un artiste? Comment ça se fait? D'accord. Bon, je crois profondément que ce que nous sommes, ce ne sont pas des morceaux de vie, mais une continuité. Il y a des choses qui existent en nous et qui finissent par apparaître et d'autres qui nourrissent ce qui est apparu. C'est vrai que j'ai fait des études classiques, j'ai fait un diplôme d'études générales en économie. Bon, et puis les circonstances peut-être de la vie ont révélé cet aspect dissimulé, mais que je trouve tout aussi précieux dans le cheminement que je fais sur la Terre. Cet aspect m'a été révélé de manière aussi fortuite. Bon, je me rappelle bien, mais c'est un peu difficile de l'isoler dans le temps, puisque l'homme, c'est énormément de choses avant d'arriver à une finalité. Mais je sais que j'ai visité avec une étudiante en philosophie de l'art, l'esthétique. On a visité l'atelier de l'artiste Georges Mourou, feu Georges Mourou, qui fut un très grand ami lorsqu'il vivait au Gabon. Et j'ai vécu un instant plénitude et d'éternité. Dans cet atelier-là, je me suis trouvé à ma place. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis trouvé à ma place. La recherche de ce sentiment de plénitude et de bonheur peut-être qui m'a poussé à aller un peu plus de l'avant, à investiguer sur ce qui avait provoqué ce sentiment et petit à petit... On va dire la visite dans cet atelier a été quand même l'élément déclencheur. Oui, ça a été l'élément déclencheur. Je pense que j'étais vraiment surpris, émerveillé par ce que j'ai vu. Mais il y avait une atmosphère. En fait, c'est cette atmosphère qui m'a saisi, qui a été le déclencheur de cette recherche-là qui nous a amenés jusqu'aujourd'hui ici. Exactement. Voilà. Alors, je vais poser une question qui... moi, j'ai vu, votre nom, c'est Laka. Et votre nom à l'état civil, c'est Léopold Kossi Nkoundé Krampa. Nkoundé. Bon. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est certainement un acronyme. Et je fais toutes les stratégies, ça passe maintenant. Laka, c'est mon nom d'artiste. C'est vrai que j'ai pris les... Bon, enfin, il y a toute une histoire autour de mes prénoms et pas de mes noms. Je suis un Togolais et ceux de chez moi savent très bien de quoi on parle parce qu'à un moment, on nous a dit qu'il faut avoir des prénoms authentiques. Bon, moi, je suis né avec un prénom. Je ne dirais pas androgyne, mais bon, c'est aussi bien féminin que masculin. Alors, mon prénom de baptême, c'est Léopold Aurore, Animus Anima. Mon prénom dit authentique, c'est Kossi Krampa. Donc, Kossi, qui veut dire
né un dimanche, Né un dimanche, dans c'est la ça, tradition ok. éve C'est ça. chez moi. Et Krampa qui est le nom de l'ancêtre de la famille que l'on m'a donné. Bon, moi, je trouvais un peu long de signer Léopold, Aurore, Kossi, Krampa, Onkoudé. Donc, les K, j'en ai pris un. Et puis, j'ai mis L pour Léopold, A pour Aurore, et puis K pour Kossi ou Krampa, et puis A pour Onkoudé. Donc, ça faisait la K. Ah, Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Aka, en réalité, il y a des familles qui s'appellent l'Aka. Moi, je ne savais pas. Hein. La première fois que j'ai signé l'Aka, c'était une gouache que j'avais réalisée. J'étais en classe de première au lycée, c'était au lycée de Franceville. Voilà, lycée d'État de Franceville, Franceville. au Gabon. Donc, j'avais réalisé une gouache où on voyait un paysage, une gouache que j'ai toujours d'ailleurs, et c'est là la première fois que j'avais signé l'ACA. Ok. Donc voilà un peu Ok, c'est un peu clair. Parce que toute je me l'histoire non dithyrambique de ce nom d'artiste, hein, parce qu'on pourrait passer disais- Non, mais c'est une assez journée. clair. Hein. C'est clair, c'est assez clair, c'est assez clair. Alors maintenant, on va se pencher sur votre travail artistique. Voilà. Moi, je vois votre travail, je vois un mélange d'abstraction et de figuration. C'est-à-dire, dans certaines pièces, on voit quand même l'invocation d'éléments qu'on peut reconnaître de figuration. Et dans plusieurs pièces, on sent l'abstraction, parfois géométrique, presque lyrique parfois. Pourquoi cet entre-deux entre la figuration et l'abstraction? Pourquoi choisir ce style de peinture, Laka? Bon, ce que je peux dire, hein, je suis de nature assez indépendante. Hein. C'est moi qui choisis, c'est pas le style qui me choisit. Mais je respecte ce que je ressens. Il se peut que de temps en temps, des figures reconnaissables jaillissent de mon abstraction. Ce que je suis fondamentalement, ce que je retrouve dans mes recherches, et je dis souvent que l'art n'est que le prétexte que j'ai trouvé pour aller à la recherche de ce que je suis, ce que je retrouve est fondamentalement abstrait. Et ça peut même interpréter comme des fois des mélanges de formes et de couleurs. Parce que lorsque vous êtes traversé par des émotions, elles sont colorées. Elles chantent, elles dansent même, elles produisent des sons, mais vous devez les interpréter. Lorsque vous ressentez de la joie, vous pouvez faire peut-être une figure humaine qui ressent de la joie, mais quand l'instant est très intense, vous allez mettre une couleur chaude et revigorante, mais une chose qui vous amène au pinacle de ce que vous ressentez. L'abstraction s'impose, bon, lorsque je le veux bien, mais la figuration, elle peut transparaître aussi. Mais je ne la laisse pas dominer entièrement mon œuvre. Exactement. En tout cas, on le constate, C'est ça. œuvre, la majorité C'est ça. est abstraite. Et tout. C'est ça, mais je suis friand de l'abstraction. De l'abstraction. La force de mon travail est abstraite parce que je suis un être abstrait qui se manifeste dans un corps. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Mais on est d'accord, actuellement, aujourd'hui, plusieurs artistes contemporains africains sont, on va dire, il y a une ruée vers la figuration. Il y a tellement d'artistes qui sont figuratifs. On peut citer Amwako Boafo, Eddie Kamunga, ou bien Toyin Odi Odutola au Nigeria. Et il y a ces artistes qui présentent une forme de figuration qui est devenue une sorte de, on va dire, d'exemple même de l'art contemporain africain sur le marché international. Et il y a cette envie, et le marché est demandeur aussi de ce genre d'œuvre. Est-ce qu'il n'est pas audacieux? Vous n'avez pas le sentiment qu'il est audacieux aujourd'hui d'être un artiste abstrait à la cave? Non, ce n'est pas de l'audace, c'est de la responsabilité et c'est de l'authenticité. Je ne me préoccupe pas du tout des remous du marché, du ressac du marché, de la marée, si elle est haute ou si elle est basse. Moi, je navigue tranquillement sur l'océan intérieur de mes rêves et de mes sentiments et de ce que j'ai envie de faire, de ce que je ressens. Bon, je peux dire aussi que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré une dame de vision dans tout ce que je fais, et ça, je ne manque jamais de le dire. Une dame de vision qui m'a dit une fois, et ça correspondait infiniment avec ce que je suis, si tu es authentique, tu réussiras.
Mais le sens de la réussite que l'on donne, c'est un sens de vision, ce n'est pas un sens marchand. Parce que si la réussite est limitée au sens marchand, c'est un échec. Il faut voir plus loin que ça. Je pense que l'art aujourd'hui, africain et contemporain, moi j'assume ce que je dis, hein, ce n'est pas des 20 mots, hein, c'est une idée, un concept, c'est un travail et ce sont des résultats qu'on montre, n'est-ce pas? C'est une construction qu'on fait, c'est une élaboration, d'accord? En théorie, en pratique et en tout. On ne peut pas le réduire à cet aspect marchand. Aujourd'hui, on aime les portraits, bon, on va se mettre à faire des portraits. Non, ça ne respecte rien de ce que je ressens au plus profond de moi. Ce que je ressens, c'est ce que je manifeste. Et j'essaye, plus possible, d'être authentique. Exactement, c'est un plaisir de vous entendre et surtout le dire. Et moi, j'ai maintenant envie qu'on revienne un peu sur votre travail. C'est ça. Quand on parle de votre travail, que je trouve assez intriguant, au premier abord, hein, on voit le travail, c'est très intriguant, on sent l'exigence technique. Donc j'ai bien envie que Lacan nous parle un peu de son processus de création, de l'idéation à l'utilisation, le choix du médium et à l'application même sur la toile. Comment est-ce que ça se passe tout ça? Bon, mon travail, je pense que j'ai mis du temps pour l'élaborer. Mais je pense qu'il y a eu encore des étapes qui ont provoqué ce que je fais aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir aussi la vision avec ces dames qu'on ne nommera pas. Que moi j'ai bien envie de connaître aussi. Non, mais Je suis très curieux. bon, mais sinon, on j'ai eu la vision, Oui. d'accord. Je suis venu après environ 7 à 8 ans de carrière à Libreville au Gabon. Je suis venu justement à Abidjan. C'était en 1999 avec une amie de Montpellier, Claude Makelela, une artiste qui est une amie jusqu'aujourd'hui et qui vit toujours à Montpellier. On est venu à Abidjan pour faire une expo. C'était dans le temps, le musée d'art contemporain de Cocody. La directrice, c'était Dr Memel Yaoub, enfin si je me rappelle, et, je pense, hein, je ne sais pas. Bon. Alors, dans le fond du musée, il y avait des travaux. Il y a un travail d'un artiste vraiment qui m'a... Enfin, c'était vraiment une rencontre, un choc, parce que je venais d'un endroit plutôt classique, peinture à l'huile, aquarelle et tout ça. J'imaginais même pas que ça existait, quoi, cette histoire de matière, quoi. Et j'ai vu dans le fond du musée Labyrinthe de savoir de Ludovic Fadairo. J'ai vu des œuvres de Tamsir Dia. C'était un choc parce que je me suis dit, mais c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Et puis il y a peut-être au fond aussi ce désir de sculpture, bon, qui va se révéler encore plus fort après, quoi. Bon, mais pour rester dans la question, mon processus de travail, pour ne pas le perdre, j'ai dû l'écrire. Donc, il y a une théorie, il y a une méthode que je suis de bout en bout et de façon stricte. Et scrupuleuse. Scrupuleuse. C'est ça le mot juste, scrupuleuse. Cette méthode-là met en forme l'idée grâce à la matière. C'est un peu la prétention de vouloir imiter la nature, de vouloir mettre non pas la vie, mais déjà un sens dans la forme, lui donner une structure, lui donner un rythme. Donc, le début du travail, bien sûr, c'est l'intuition, c'est l'idée, c'est la prise de notes, c'est la structuration, et puis c'est ensuite suivre la méthode jusqu'à l'aboutissement. Bon, on peut rentrer là-dedans de manière encore plus précise, hein, mais c'est un peu ça, c'est ça, de façon générale. Donc, j'ai quitté une vision classique de la représentation pour aboutir à une vision plus structurée, plus osée, plus authentique, plus en rapport avec moi-même, de cette même idée qui peut me traverser, de cette même intuition. Pour moi, aujourd'hui, déjà, ce que je présente, c'est un aboutissement.
Mais pour moi, aboutir, ce n'est pas finir, c'est aboutir, trouver l'ouverture pour aller vers quelque chose d'autre. Mais il faut, pour la dimension dans laquelle nous vivons, au moins un point de départ et un point d'arrivée. Ensuite, de ce point d'arrivée, on peut en faire un nouveau point de départ. Dans le choix des médiums, c'est pareil. Là, Voilà, dans le choix des médiums. Voilà ce qui est intéressant, c'est que j'essaye de prendre non pas seulement ce qui m'entoure, parce que je crée beaucoup à partir de pigments naturels, donc j'utilise toutes sortes d'argiles, de poudre minérale, de tissus, de papier, de carton, de plastique, de bois, de ferraille, de ficelle, de cordage, enfin tout ce qui... Il n'y a pas de limite, mais tout ce qui peut me faire rapprocher de mon ressenti, je vais l'utiliser pour pouvoir matérialiser mon idée de départ. Donc c'est tout cet ensemble-là que maintenant je vais structurer, mettre ensemble, trouver le lien et l'harmonie pour que l'œuvre puisse vivre sa vie d'œuvre. Là, à la limite, elle ne m'appartient même plus. Elle appartient à l'universel, elle appartient à ceux qui vont la regarder, à ceux qui vont l'acquérir, elle appartient à ceux qui vont l'aimer ou la déprécier. Voilà. Ou la déprécier. Maintenant, moi, je veux bien justement parler de méthode, c'est très important pour moi la méthode. Je vais parler de l'idée, du choix des médiums et maintenant dans l'application. Voilà, c'est-à-dire que la méthode, le début de la méthode, le tout début de la méthode, c'est de pouvoir façonner ce qui sera après placé sur la toile et qui formera le substrat de la sculpture. D'accord ? Maintenant, il faudra trouver les matériaux pour que cette structuration, elle tienne. Donc, c'est toute une architecture qu'il faut faire tenir. Donc, pour ça, j'ai des médiums, j'ai mis au point mes propres enduits et tout, qui font que j'arrive à fixer toute la structure. Lorsque toute la structure est fixée, il y a maintenant le travail de ce que l'on appellerait l'uniformisation du sujet. Si on n'arrive pas, malgré tout ce que vous avez mis comme matière que je viens de citer et tout, si on n'arrive pas à trouver un lien dans l'uniformisation, ce n'est pas une œuvre que vous produisez, c'est un amas de choses. C'est un amas de choses, exactement. Est-ce Voilà. qu'il vous arrive de détruire des toiles, la cam? Oui, je détruisais des toiles avant, mais maintenant je les détruis de plus. moins en moins. Je les recycle ou je les transforme. Ouais, exactement. C'est ça. Du coup, à quel moment la cam se dit que cette toile est exposable? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit ça c'est bon? Bon, il y a toujours un moment où cet univers vous libère, où vous avez la sensation qu'il n'y a plus rien à ajouter. Et que vous vibrez vraiment. Et ça peut être physique, hein, parce que moi, il y a des fois, je ressens physiquement que c'est bon, hein, c'est-à-dire que je peux avoir une vibration dans le cœur qui me dit... Ça se sent physiquement. C'est ça, physiquement, quoi. Voilà, c'est dans tout son être que l'on peut ressentir que bon, là, c'est prêt. Du coup, pour vous, Laka, c'est quoi un artiste? Un artiste... Comment vous définissez un artiste? Justement, un artiste, c'est tout sauf une définition. Un artiste, pour moi, on est obligé, puisque ce n'est pas une définition, de trouver des points d'ancrage. Et c'est largement suffisant. Ensuite, on pourra, à partir de ces points d'ancrage, démultiplier. Il ne suffit pas d'être un technicien, un bon technicien pour être un artiste. C'est largement insuffisant. Il faut y ajouter un minimum de culture, un minimum d'éducation, un minimum de profondeur, un minimum d'idées. C'est-à-dire que l'artiste, finalement, on peut en dehors, en dehors des définitions, il doit être un intellectuel dans le sens, pas un rat de bibliothèque, hein, mais celui qui a des idées et qui défend ses idées, qui défend ses convictions, qui a une vision de la société, qui a une ambition pour la société, une ambition pour ce qu'il est aussi lui-même.
Et s'il n'a pas une idée directrice et qui ne donne pas un sens à sa vie, c'est dommage, mais il est très loin encore d'être un artiste. Si l'on veut rentrer dans un cadre formel, l'artiste doit se créer. Et lorsqu'il a fini de se créer, il doit se recréer en se remettant en cause. Et il doit arriver à trouver au fond de lui-même la direction nécessaire pour aller au bout de ses ambitions, au bout de sa vision. Sinon, il se perd, il se détruit, il devient distrait, il gesticule. Et il ne faut jamais confondre folklore et culture. Donc, être artiste, c'est être culturel. C'est pas être folklorique. Et moi, j'aime bien quand vous dites, justement, l'artiste ne doit pas être défini. Et j'aime bien parce que ça me rappelle un propos d'un personnage de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Oui, Dorian Gray, j'adore d'ailleurs le livre. Oui. Celui qui ne pouvait pas regarder sa propre image. Oui. Et le personnage, c'est Lord Henry Wharton. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, je déteste définir. Parce que définir, c'est limite. C'est vrai. Et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Mais justement, il y a des fois, il est nécessaire de définir pour pouvoir sortir ensuite des limites de la définition. Parce que la création, c'est par étapes. Il faut un point, ensuite un autre, et plein de choses qui s'ajoutent, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a un œuf, il y a un germe, il y a un œuf, c'est une définition. Mais le poussin qui en sort, il faut que l'œuf éclate. Lorsque la maturation est prête, le poussin sort. Donc, ouais, c'est ça. La définition, c'est un peu ça. C'est un carcan, mais il faut sortir du carcan, il faut l'ouvrir à un moment. Ceux qui ne sortent pas du carcan, ils meurent. Alors, quand tu es un artiste défini, qui n'arrive pas à sortir du carcan, tu meurs. Tu as toujours l'impression que tu es un artiste, mais en fait, tu es mort. Depuis, tu n'existes même plus. Donc, il faut arriver à chaque fois à sortir du carcan et aller vers sa réalisation. Mais si tu ne te définis pas, si tu ne vois pas ensuite la nécessité d'avoir une vision, tu vas rester enfermé dans le carcan. Tu n'as pas de vision. Tu ne pourras jamais sortir. Parce que quand tu sors, il faut que tu grandisses, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu batailles, que tu te défendes contre l'adversité. Et quand tu vas arriver à la taille adulte, il faut que tu puisses te maintenir. Et ce n'est pas fini. Il faut que tu formes une famille. Donc ça veut dire qu'il faut transmettre. Et ce n'est pas fini. Tu as transmis. Un jour, tu disparaîtras. Mais ce n'est pas fini. C'est un processus sans fin, on va dire. Ce n'est même pas sans fin. Je dis, ce n'est pas encore fini. Après la mort, pourquoi? Ceux à qui tu as transmis là, c'est eux qui vont cultiver ta mémoire. Tu continues de vivre dans la mémoire. Mais au moment où tu rentres dans la mémoire là, là c'est fini. Quand tu là rentres dans c'est la mémoire. fini. Okay. Là c'est fini. Mais la mémoire, c'est l'esprit. On ne peut pas l'enfermer. Alors votre travail là, moi je sens qu'il y a une forme d'éloge de l'immatérialité, presque comme une sorte de spiritualité. Et en même temps, ce qui peut être intriguant aussi, qui peut amener la réflexion, c'est que vous utilisez pour exprimer votre travail justement beaucoup de matériaux. C'est-à-dire vous êtes dans l'immatérialité et vous utilisez des matériaux mais parfois extrêmement lourds, extrêmement durs pour exprimer ce besoin d'immatérialité, ce besoin de profondeur. Comment vous expliquez cette impression en tout cas de contradiction? Cette remarque est vraiment juste et très intéressante parce qu'on touche même au point focal de la création. Vous voyez? Mais bon, derrière la spiritualité, il y a énormément de connotations, mais c'est dommage. Mais c'est extrêmement simple en fait. L'esprit anime la matière. L'esprit, c'est lui qui ressent. La matière, c'est elle qui reçoit. Maintenant, pour dire, elle a besoin d'un réceptacle. L'esprit, pour dire, a besoin d'un réceptacle. Et ce réceptacle, tout trouvé, c'est la matière. Et lorsque la matière, on s'en sert comme réceptacle, elle ne doit rester que réceptacle. Elle ne doit pas étouffer l'esprit. Il faudrait que, malgré le fait que l'idée se manifeste dans la chose lourde, il ne faut pas qu'elle soit prisonnière de la chose lourde. C'est-à-dire que cette chose lourde-là, elle doit arriver à susciter des émotions. Elle doit arriver à susciter des réactions au sein de l'esprit. C'est en ce sens que la matière n'étouffera jamais ce que vous y avez mis. Mais si elle ne suscite rien, même pas de dégoût, même pas de rejet, l'idée y est enfermée.
et c'est fini. On ne peut plus rien en faire. C'est-à-dire que la matière n'a finalement de sens que son aspect rétinien. Tout ce qu'on voit et c'est tout. Non. Il n'y a pas de profondeur. Non, la matière, ce n'est pas juste rétinien. C'est comme un fusil. Ce n'est pas juste rétinien. Si on y met une cartouche et qu'on tire, ça va agir. Exactement. Mais je dis, la matière sans cet esprit, ça devient quelque chose d'extrêmement banal. Complètement banal. Exactement. Okay. Là, je suis d'accord. Parce que si je prends une matière au rebut, bon, elle est au rebut. Mais si je la prends pour lui donner un sens, elle n'a plus son utilité. Si par exemple je prends une chaussure, elle ne va plus chausser fondamentalement, mais elle va susciter des réactions, des émotions, des questionnements. Elle va aider à continuer à faire vibrer l'esprit. C'est-à-dire que c'est un peu comme un diapason que l'on frappe et qui résonne. Mais s'il est là et il n'y a pas cette action de frapper, donc il faut arriver à agencer la matière de telle façon que lorsque un esprit rentre en contact avec elle en ce moment, il résonne. Ce n'est pas si simple que ça de pouvoir être un artiste et de pouvoir travailler. Parce que si vous manipulez des choses sans vous comprendre, sans comprendre ce que vous faites, parce que vous avez l'impression que c'est juste un exercice, je sais pas, un jeu, vous vous ennuyez, vous avez besoin de mettre un peu de joie autour de vous. Un passe-temps, quelque chose un passe-temps. Voilà, c'est ça. Et si vous avez l'impression que l'art, c'est ça, il vaut mieux arrêter parce que là, vous allez faire non seulement du mal à votre esprit, mais vous allez faire du mal à l'esprit des autres. Exactement. Tout simplement. Parce que quand ils vont rentrer en résonance avec le désordre et la pagaille que vous avez mis autour de vous et qui est sorti de vous, ça va être ça. À tel point, ça, et ça c'est une confidence, hein. Je ne peins jamais quand je suis malheureux. Je ne peins jamais quand je suis triste. Le mythe de l'artiste, ah ouais, c'est quand il souffre ou bien quand il est dans le désespoir le plus total, qui produit les plus belles œuvres. Je n'ai jamais, d'abord, je n'ai jamais pu le faire parce que je ne comprends pas comment on peut souffrir et créer. Et être heureux et créer aussi alors. Et j'évite de toucher la matière lorsque je ne suis pas sain, c'est-à-dire quand je suis dans un état de vibration basse. Je ne touche pas la matière parce que vous allez imprégner la matière et ça va rester là. C'est pourquoi il y a des lieux où il y a eu des drames. Quand vous rentrez dans ces lieux-là, cette résonance-là, elle vous touche, ces vibrations. C'est très intéressant ce que vous dites, mais c'est quoi un moment de vibration basse? Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Bon, le moment de vibration basse, c'est lorsque vous n'êtes plus en contact avec ce qui est le plus intime en vous et qui est vous-même. Lorsque c'est exactement comme s'il y avait un point central, un centre, et vous vous en éloignez. Lorsque vous vous en éloignez et que vous n'êtes plus en harmonie avec ce point fondamental-là, quand vous perdez votre direction, c'est ça? On perd tout. On perd la lumière, on perd le sens de tout. Et n'importe quelle circonstance peut être absolument néfaste pour vous. Donc il faut toujours essayer de revenir vers ce point fondamental et central qui est votre intimité, qui est votre essence, qui est votre immortalité, qui est votre raison d'être. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. C'est une forme d'élément qui fait qu'on vit, on se lève, on a envie de vivre. Exactement. C'est une porte, on va dire. Exactement. C'est une porte et une serrure à la fois. C'est même la clé aussi. Et c'est en même temps tout. Et peut-être rien. J'adore. Je sens qu'on pourrait en parler, mais tellement longtemps de votre travail, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. On ne pourrait pas finir parce que c'est très profond. C'est vrai. Mais un autre élément sur lequel je veux avoir votre avis dessus. On est d'accord qu'aujourd'hui, les œuvres d'art se vendent à des prix exponentiels. Les maisons de vente aux enchères le montrent, avec des œuvres qui sont vendues de plus en plus chères. Mais certains, c'est un cri au scandale. C'est un cri à la supercherie. C'est étonnant qu'on vende des œuvres qu'ils trouvent pas très utiles, aussi chères. C'est clair que là, ceux qui pensent comme ça, en tout cas, démontrent leur inculture, mais pas que. Ils montrent en même temps qu'ils ne perçoivent pas très bien le rôle de l'artiste dans la société.
donc Laka selon vous? Parce que je veux votre opinion dessus. Cette chaîne très importante parce qu'elle a envie aussi d'éduquer les gens à l'art. Oui, justement. Et donc, pour vous, c'est quoi le rôle d'un artiste dans la société? Vous savez, le problème, ce n'est pas le prix de l'œuvre d'art. Ce n'est pas ça le problème, le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas non plus la tentative désespérée, moi je prends ça de cette façon, et complètement ridicule de certains, de vouloir transformer la création artistique en monnaie ou en nouvelle monnaie ou en moyen de transaction autre que, enfin, en un produit financier. Je ne pense même pas que le problème soit à ce point-là. Le problème, c'est d'abord l'ignorance. Cette ignorance profonde de la nécessité de l'art dans la vie de l'humanité, de cette nécessité-là. Ce n'est pas une nécessité qui se marchande, ce n'est même pas une nécessité qui s'achète. Lorsque vous achetez une œuvre ou lorsque vous arrivez à acquérir une œuvre, quel que soit son prix, c'est un effort, c'est une vibration qui est déposée là, c'est une méthode, c'est un cheminement, c'est énormément de travail que vous allez acquérir. Mais du coup, en quoi l'art est nécessaire? L'art est nécessaire autant que l'esprit est nécessaire pour faire vibrer le corps. L'homme ne vit pas que de pain. Donc, tant que la dimension humaine qui va au-delà de la nutrition du pain ne sera pas trouvée, on pensera que l'art n'est pas nécessaire pour l'humain, pour l'humanité, pour nos sociétés. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'ignorance le problème. C'est l'ignorance profonde qui est ce problème. Au-delà de ça, parce qu'il y a des gens pour qui c'est trop profond de savoir que l'humain ne s'arrête pas juste au ventre, que l'humain ne s'arrête pas juste aux sensations physiques, psychiques et émotionnelles, que l'humain c'est quelque chose de vraiment profond, que cette simple phrase, l'homme ne vit pas que de pain, ils n'arrivent même pas à la saisir. Si c'est trop profond pour eux, qu'ils aillent voir dans les ateliers comment les artistes font vivre les quincailliers, comment ils font vivre les menuisiers, comment ils font vivre leurs familles, leurs enfants avec leur production. Ils participent à la vie de la cité. Parce que rien que, et ça je reste juste sur l'aspect du ventre, hein, ils participent au rayonnement de leur pays. C'est inimaginable. Il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que de culture, que de culture. Des gens se déplacent juste pour aller voir des statues, des ferronneries, des jardins. Mais ils payent pour entrer dans le pays, ils payent des billets d'avion, ils payent beaucoup de choses. Ne pas arriver à comprendre ça, c'est extrêmement étrange. Aujourd'hui, l'art, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que le tableau ou la sculpture que je fabrique. On intervient dans énormément de domaines. Architecture, urbanisme, et j'en passe. Donc, ne pas trouver que l'art est vital pour la société, c'est être d'une ignorance profonde. Et c'est surtout ignorer son fonctionnement. C'est ignorer, totalement parce que ignorer tout il du n'y a pas fond. un art, il y a des arts. C'est ça. Exactement. Et ça se démultiplie en plusieurs fonctions. Et il y a même des priorités pour ça. Même lorsque nous sommes habillés, il y a une intervention de l'artiste qui est le designer de mode, qui est le styliste, qui est le couturier, quand on est chaussé, etc. Donc il faut avoir aussi un peu d'humilité dans notre approche de l'art et de la culture. Comme je disais au début, ce n'est pas du folklore. Et même le folklore, ça sert à quelque chose. Donc, ayons toute raison, gardez et faisons en sorte que ce que nous ignorons ou qui nous échappe, allons le chercher. Merci Laka pour votre opinion. C'était important. Parce que comme je l'ai dit, la chaîne, c'est aussi le rôle d'éduquer les gens à l'art. Et c'est important d'avoir votre opinion sur la question. Mais notre discussion va finalement est en train de se terminer. On voit qu'on est déjà au thème de cette discussion. Et bon, enfin, j'ai bien envie de vous tirer un dernier mot, on va dire un mot de fin. C'est-à-dire un mot par exemple pour parler de votre œuvre ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important pour vous. En tout cas, votre dernier mot, Laka. Bon. En général, je n'aime pas les derniers mots. Je pense et j'espère qu'on aura encore l'occasion de nous retrouver pour d'autres colloquiums. Mais je tiens
d'abord à remercier tous ceux qui sont à l'origine de cette émission, à remercier la galerie Eureka qui nous accueille aujourd'hui lors de mon exposition Spiritus Mundi, à remercier le très talentueux animateur que j'ai eu en face de moi et qui a su extraire un maximum de réponses que j'espère intelligentes et intelligibles pour tout le monde. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne saurait avancer sans travailler, sans réfléchir, parce que la construction débute toujours avec une idée et ensuite avec un plan. C'est ce que cette émission est en train de faire. Et si cette graine germe, j'espère qu'elle donnera un arbre immense avec des fruits succulents pour les générations à venir. Parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Exactement. Et ce qui se passe est assez grave pour que le culturel puisse venir toujours soit à l'aide, soit même des fois prendre le relais. Parce que le début de tout, et je le répète encore, c'est l'idée et le plan. Il faudrait que nous travaillions, mais que nous sachions aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons faire, d'où nous partons et où nous allons. Et nous servir de l'expérience de ceux qui ont fait le chemin pour faire des choses, ensuite des construction valable de nos vies et de nos sociétés. Ce n'est pas un travail vain, ce n'est pas un travail inutile. C'est ensemble que nous allons le faire et je suis sûr que nous réussirons avec la passion, avec l'intelligence et avec l'aide de Dieu. Je pense que, parce que je suis profondément croyant, je pense que nous y arriverons. On va y arriver. Merci, voilà. Merci Laka, merci pour ces propos teintés de profondeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Je pour reviendrai autant que possible. Non, ça sera avec un plaisir de vous recevoir. Merci surtout pour cette discussion enrichissante. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et merci pour votre travail. Parce que vous explorez les profondeurs qui font votre individuation. Et moi, pour moi, ça c'est quelque chose de très touchant. Merci encore. Merci encore pour ce travail. Merci. Bravo. Merci.